Bonsoir, merci d'être là, soit un petit peu en live là pour cette émission et après en différé. Hello Siswannet, merci d'être là encore une fois, pilier fidèle mais tellement sympa d'être là tous les soirs. Et puis les autres, peut-être qu'ils vont nous rejoindre plus tard dans le live ou alors en différé. Merci de regarder aussi un peu en décalé. C'est trop chouette, j'ai plein de retours, notamment des élèves. Peut-être qu'il y en a qui seront là ce soir. Ils m'ont dit peut-être à ce soir. Alors on verra. Ça risque d'être plein d'emojis, d'émoticônes, de plein de choses. Mais en général, c'est plutôt sympa. Donc c'est cool. Moi, je vous retrouve ce soir, comme d'hab, pour parler culture et actualité culturelle. J'ai lu des articles, des journaux, des revues, des sites internet et je vous ai fait une petite sélection, comme toujours. Alors, on va parler de quoi dans la revue de presse aujourd'hui ? On va parler de plusieurs choses. Alors déjà, on va parler de Robert Badinter. Il y a quelques temps, j'avais déjà évoqué le fait avec vous que cela fait 40 ans maintenant que la peine de mort a été abolie en France. Et le 28 septembre, c'est vraiment la date. On est le 30, mais la 30, c'est ce moment où elle a été adoptée par le Sénat. Mais le 28 septembre, Robert Badinter, qui était alors ministre de la Justice, garde des Sceaux, a prononcé un discours devant le Sénat. Et il a été interviewé par Libération, et l'interview est disponible donc, dans Libération d'aujourd'hui. Il a 93 ans aujourd'hui, Robert Badinter, mais la peine de mort, surtout l'abolition de la peine de mort, c'est vraiment son combat, encore maintenant, parce qu'il voudrait que ce soit universel. Voilà, premier sujet. Deuxième sujet, on va parler de toute autre chose, d'un animé qui est en fait une adaptation d'un manga assez connu
quoique pas forcément grand public, de Jiro Taniguchi, qui s'intitule Le Sommet des Dieux, qui est déjà une adaptation d'un roman, mais qui parle d'alpinisme. Alors, quand on dit alpiniste, on a cette vision, si on n'est pas vraiment dans le truc, de se dire, c'est un peu, ouais, sans plus. Mais là, on parle d'Everest, on parle d'expédition, on parle de blessés, on parle peut-être de morts aussi. Et on parle surtout aussi d'une histoire exceptionnelle inspirée d'eux. Et puis même d'un vieil appareil photo, le vieux Kodak de 1912. Ouais, c'est possible. Tout ça en même temps, dans le roman, dans le manga et dans l'animé. Et c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le manga à l'époque où il était sorti. On va parler aussi de The Voice. Mais ouais, The Voice, c'est l'émission. Voilà, tout le monde connaît, les chanteurs voilà, qui chantent. Et puis, c'est à l'aveugle parce que le jury se retourne s'ils aiment pas. Après, ils doivent se défendre pour que le chanteur choisisse leur camp. On va parler de The Voice, pourquoi? Parce que c'est aussi un peu, c'est vrai, une machine à cash. Mais ouais, cash, business, c'est tout ça. Et ça, c'est Challenge Magazine qui le dit. Alors, Challenge Magazine, c'est vrai, c'est axé sur l'économie. Mais c'est intéressant parce que ça nous montre les coulisses et ça nous montre que, en fait, l'émission est devenue super rentable pour toute l'industrie de la variété, qui doit d'ailleurs se réinventer dans un monde où il n'y a plus trop de CDI, ou du streaming, etc. Donc, c'est plutôt pas mal d'aller voir les coulisses. Si on a le temps, on essaiera de répondre avec le Journal de la Croix à la question: faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados? Voilà, si on n'a pas le temps, je peux peut-être déjà vous formuler la réponse non, mais ceci dit, ça serait bien d'en parler. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être, il y a un challenge tout pourri qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, qui a été lancé avec un hashtag. C'est quoi déjà le hashtag? C'est hashtag 2010, mais c'est quelque chose avec 2010. Ah, j'ai pas bien révisé mon sujet. Mais bref, qui vise les élèves nés en 2010. Et l'idée, c'est quoi? C'est de les pourrir, les cyberharcelés, les harcelés. Voilà, donc c'est un challenge tout pourri qui fait bien du mal. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est un peu récurrent ce genre de challenge. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux ados? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et puis on fera un tour, voilà, dans ce nouveau numéro du Monde des ados qui ose aborder la question du cannabis. Bah oui, cette drogue qui peut être plébiscitée par les plus jeunes, notamment par les jeunes. Et c'est bien d'en parler de ce dossier, voilà, les conséquences, santé, consommation, témoignages, aussi légalisation. Mais on parlera aussi de cinéma, de science-fiction, et puis aussi des petits animaux, parce que ça fait du bien, c'est tout mignon. Voilà, on part dans l'actu culturelle. Merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et je suis à vous tout de suite. Comme d'hab, je prends mes notes. J'essaie de relire les notes que j'ai écrites un peu ce matin, un peu ce midi. Et je suis à vous tout de suite. Parler tout d'abord d'un sujet sérieux, et oui, mais qui a marqué l'histoire. On va parler de l'abolition de la peine de mort. Alors on l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines, c'était assez rapide grâce à un article de l'Actu, qui est un petit quotidien pour les adolescents. Mais je vous en reparle aujourd'hui parce que déjà le 30 septembre, c'est la date pile où elle a été adoptée par le Sénat, cette fameuse loi. Et aussi parce que Robert Badinter, qui était ministre de la Justice à l'époque, a été interviewé par Libération, et que l'interview, franchement, elle est top. Pourquoi? Parce que ça nous permet de connaître son parcours à Robert Badinter, de connaître le contexte de la France à l'époque, et de comprendre un peu les questions qui sont là derrière ce grand thème qui peut faire peur, en tout cas qui prête à débat. Alors on va aller voir cet article, c'est dans Libération d'aujourd'hui. Et Robert Badinter, il a 93 ans. Autant vous dire qu'il a encore toute sa tête, et que l'abolition de la peine de mort universelle dans le monde entier, c'est encore un de ses combats de tous les jours. C'est le combat de sa vie en fait. Alors si tout va bien, ça va diffuser mon écran. J'ai l'impression que ça galère un peu. Voilà. Je vais essayer de régler ça un petit peu mieux. Vous ne soyez pas envahi non plus de... Ah ben non, mais oui, je sais pourquoi. Parce que je fais un petit peu mon boulet, comme d'hab. Voilà. Donc il fait la une, forcément. C'est quand même une date. En plus, c'est 40 ans, quoi. C'est une date tout pile, donc on aime les dates piles. Et puis c'est en même temps, voilà, il faut en parler. C'est l'occasion d'en reparler aussi. Et franchement, interview super. 40 ans, voilà, après le vote contre la peine capitale en France, l'ex-garde des Sceaux, c'est comme ça qu'on appelle le ministre de la Justice, a reçu Libération pour évoquer ce moment historique et le combat d'une vie. Et oui, tout ça en même temps.
Alors, ça fait la une et on est tout de suite dans le vif du sujet quand on ouvre le dernier numéro de Libération. Hello à ceux qui nous ont rejoints en même temps, en live. Et voici l'interview. Alors déjà, il y a l'éditorial qui est assez poignant déjà. Alors l'éditorial, hein, c'est vrai que j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment un endroit dans le journal où vous avez souvent, c'est le rédacteur en chef, ça peut être une autre personne aussi, qui exprime une opinion, sachant qu'en règle générale, dans le reste du journal, ça doit être assez neutre, où l'information doit être donnée de manière neutre. Et l'éditorial, on peut se lâcher, tout est permis dans l'éditorial. Et là, c'est plutôt un joli éditorial qui nous est proposé par Alexandra Schwarzbrod. Ah, c'est un peu de l'allemand, ça. Ça veut dire pas noir, non? Si je dis pas de bêtises, si mon allemand est encore bon. Mais bref, combat. Bah oui, combat, ça résume tout. Ça résume Robert Badinter également. Et elle le dit, voilà, ils ont interviewé Robert Badinter et c'était non sans émotion, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est le dernier signateur vivant de ce texte historique, texte qui a été signé le 30 septembre 1981, parce qu'ils étaient plusieurs à signer le texte. Donc il y avait François Mitterrand qui était président à l'époque, le Premier ministre Pierre Mauroy, et des ministres de l'Intérieur et de la Défense qui étaient Gaston Defferre et Charles Hernu, qu'on a peut-être un peu plus oublié. Bref, ils sont tous décédés, et lui c'est le dernier, donc il y a vraiment quelque chose de symbolique. Il est encore là pour en parler. Alors c'était aussi, en France, c'était le seul pays d'Europe occidentale où cette pratique d'un autre âge subsistait. On va le voir pourquoi, il y a tout un contexte aussi. C'était pas forcément, c'est dit dans l'édito puis après, vraiment le but premier de François Mitterrand quand il était président, d'abolir la peine de mort, mais c'était quelque chose qui était voulu vraiment très fortement par Robert Badinter, parce qu'il était avocat, et donc il a défendu des indéfendables, j'ai envie de dire, mais en tout cas c'était vraiment son combat déjà premier. Et c'est grâce à son discours notamment qu'il a fait peut-être changer les esprits. Et c'est ce qu'il dit dans l'édito, sans la force de conviction, sans le talent d'orateur de son garde des Sceaux, parce qu'il y a un discours historique qu'il faut bien sûr écouter. Voilà, le tournant n'aurait peut-être pas été pris car les Français restaient alors majoritairement en faveur de la peine capitale. Donc il fallait y aller, il fallait s'exposer là-bas devant l'Assemblée, exposer ses opinions, prononcer le bon discours et convaincre après pour que la loi soit votée au Sénat, et c'est ce qui a été fait. Et puis c'est émouvant aussi parce qu'à 93 ans, cet homme se bat encore pour qu'un jour l'abolition de la peine de mort devienne universelle, voilà, touche tous les pays. Il lutte pour ça, c'est ce qu'il dit, et ils savent que voilà, chez lui, ce ne sont pas des mots prononcés à la légère. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fou dans son parcours. C'était voilà, il a une idée en tête et il va y aller jusqu'au bout. Voilà, depuis 40 ans, des avancées ont été obtenues jusqu'à la Virginie en début d'année, après le Colorado en 2020, qui ont compris le sens de l'histoire. Là, on parle des États-Unis parce que dans certains États aux États-Unis, la peine de mort est encore de vigueur. Après, on le sait, en plus aux États-Unis, il y a eu pas mal de peines de mort qui ont été prononcées et faites alors même que voilà, justice n'avait pas forcément été rendue. Bref, le sens de l'histoire, c'est peut-être un peu ça aussi. Et puis en plus, toutes les statistiques montrent que c'est pas dissuasif en fait la peine de mort. Il y aura toujours des tarés, des terroristes, des gens qui font du mal, et que en plus il y a un lien très fort entre racisme et peine de mort, dictature, obscurantisme et peine de mort, parce que la peine de mort elle est aussi en vigueur dans certains pays du monde parce qu'il y a des dictatures, et voilà, ça va pas, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ce qui est pointé du doigt aussi. Donc voilà, l'éditorial déjà, il nous met bien dans le bain du truc et de l'interview. Et l'article commence par un extrait de son discours à Robert Badinter. Et c'est marrant qu'il commence par ça, mais je pense que c'est un peu étudié aussi quand on étudie un peu le discours, le mécanisme, etc. Parce que forcément, un discours, c'est écrit au mot près. Il y en a tout compte. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a l'intonation, il y a la manière dont on le présente, il y a les gestuels. Enfin, il y a tout, quoi. Et il a commencé par ça, voilà. Le Sénat me pardonnera si je dois m'exprimer avec une voix voilée. Ce n'est point l'émotion, ce n'est pas encore la conséquence de la fatigue, c'est simplement le malencontreux hasard d'une rencontre avec une nappe de brouillard. C'est marrant de commencer un discours comme ça, parce qu'a priori c'est une anecdote perso, donc bon, voilà, ça n'a pas un lien vraiment avec le sujet. Mais je pense que c'est pas anodin de commencer comme ça, calmement, par une petite anecdote, pour pas rentrer frontalement dans le vif du sujet, un sujet qui, à l'époque, était un petit peu compliqué.
Bref, il a commencé comme ça le 28 septembre, quand il entame son discours à la tribune du Sénat. Il conclut après en disant, parce qu'il sait qu'il faut convaincre, parce que le but d'un discours, c'est ça, il faut convaincre. Si vous considérez en conscience qu'aucun homme n'est totalement coupable, qu'il ne faut pas désespérer de lui pour toujours, que notre justice, comme toute justice humaine, est nécessairement faillible, et que tout le progrès de sa justice a été de dépasser la vengeance privée et la loi du talion, alors vous voterez pour l'abolition de la peine de mort. Voilà ce qu'il dit pour convaincre, et a priori ça a marché. On verra qu'il y a beaucoup de débats autour de la peine de mort, mais on peut comprendre un peu tous les arguments, qui ceci dit sont parfois souvent dictés par l'émotion, hein, et ce qu'il va dire après. Et c'est vrai que voilà, si on laisse cette émotion de côté, on peut peut-être comprendre Robert Badinter et tous ceux qui ont été à cette époque-là aussi pour l'abolition de la peine de mort. Hello, c'est ceux qui nous ont rejoints, c'est sympa d'être là. Là, on parle de Robert Badinter qui, il y a 40 ans, s'exprimait à la tribune du Sénat pour défendre la loi pour l'abolition de la peine de mort. Et c'est une loi. Alors, ça devait aller super vite parce qu'en fait, les sénateurs n'ont que 2 jours pour adopter le texte dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Donc, c'est genre 2 jours, quoi. Et finalement, l'abolition est définitivement votée 2 jours après son discours. Donc, c'est assez historique aussi, cette sorte de fulgurance du truc. C'est assez dingue. Dans l'interview, on apprend plein de choses. Alors, déjà, on nous dit que 83 pays n'ont pas aboli la peine de mort, dont 55 l'appliquent encore selon Amnesty International. Et voilà, il donne des exemples, hein. La Chine, en plus, c'est très particulier. On va voir une infographie après où c'est tout rouge, un rond rouge énorme. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette dictature totale. On sait que la Chine, là-bas, ils sont dans le tout contrôle, ils sont dans la censure, ils sont dans l'autoritarisme absolu. Et bien sûr qu'ils exécutent. Et en plus, on ne sait pas combien il y a d'exécutions. Hein, c'est un peu comme le Covid. Hein, genre, il y avait 100 morts, mais en fait, on ne sait pas. C'est secret d'État. Tout est secret d'État. Mais en général, quand c'est secret d'État, c'est que derrière, c'est pas très cool, quoi. Des pays extrêmes aussi, extrémistes, comme en Iran, en Arabie Saoudite, dans tous les États islamiques intégristes, voilà pourquoi on parle d'extrémistes, où on exécute même des enfants et des femmes. Ouais, ça arrive encore. Hein. En tout cas, il dit que c'est quand même toute la dynamique mondiale qu'il faut regarder, parce qu'il y a quand même une progression. Par exemple, en Europe, quasiment toute l'Europe a aboli la peine de mort, sauf un pays, le Bélarus. C'est un État stalinien pur et dur, donc à l'Est tout, hein. Et là, on peut clairement faire un lien entre dictature et peine de mort, et c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de dictature sans peine de mort, et on peut presque... Non, on ne peut pas dire ça, il n'y a pas de peine de mort sans dictature, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même pas une dictature. Mais en tout cas, quand il y a dictature, il y a peine de mort, et tout simplement pourquoi ? Parce que le chef du parti au pouvoir, il veut montrer qu'il a le droit de vie ou de mort sur ses citoyens. Voilà, donc c'est un moyen de faire pression aussi et de se faire respecter ou je ne sais quoi. Le côté un peu empereur antique, hein, voilà, quand il fait oui ou non, voilà, pendant les jeux, genre pour l'exécution, c'est un peu ça, le pouce levé ou le pouce comme ça. C'est exactement ça. Alors il remet aussi la France dans le contexte des années 81, parce qu'en 81, la France était le 35e État à abolir la peine de mort dans le monde. Le dernier de la communauté européenne, on était pas mal à la traîne quand même. Et ça s'explique par des raisons historiques. Alors déjà, il y a une décolonisation qui nous a enchaînés à la peine de mort jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Donc c'est que ça a duré un moment, que c'était bien après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une histoire dont on n'est pas très fier, hein, faut le dire. Mais ça peut expliquer le retard aussi. Et aussi des raisons politiques, c'est vrai, liées à la personnalité des présidents de la République. Et puis l'attachement des Français à la guillotine. Ben oui, c'est bizarre, alors que c'est censé être le pays des droits de l'homme. Il y a ce côté un peu attachement à la guillotine. C'est assez bizarre, mais voilà, c'était comme ça aussi en 81. Alors, il y a eu des occasions ratées dans l'histoire, et ça, on en avait déjà parlé, hein, quand on avait lu le petit article de l'actu. Déjà, pendant les Lumières, après les Lumières, c'est vrai que c'est un mouvement, enfin, c'est une période historique où vraiment il y a de l'humanisme. Enfin, voilà, on réfléchit beaucoup sur des sujets comme ça liés à l'homme, quoi. Et il y avait un Italien, c'est Cesare Beccaria, qui a été le premier à démontrer en 1764 l'inutilité de la peine de mort, mais vraiment on l'a oublié, moi je ne connaissais même pas. Il y a eu une abolition avant 80, c'était en 1795, pardon, et qui a été votée carrément par la Convention, mais en fait ça devait être effectif à compter du jour de la paix générale. Autant vous dire qu'elle n'est pas arrivée tout de suite. Elle est a priori arrivée en 1802 avec Bonaparte, mais en tout cas c'était pas son truc, hein, Bonaparte, l'abolition de la peine de mort, donc voilà. Donc
ça ne s'est pas fait. Mais il y a eu des sortes d'actes manqués, ou voilà, en tout cas des choses un peu ratées. Après, voilà, quand on est aux années 80, et puis même les années 70, il y avait une sorte d'attachement de l'opinion publique à la peine de mort, avec une sorte d'angoisse collective. Et il disait, c'est assez fou, parce qu'à l'époque, vraiment, la majorité des Français étaient très, très largement pour l'exécution capitale. Et lui, il était avocat, Robert Badinter, et c'est vrai qu'il a défendu des gens qui étaient vraiment indéfendables, hein, voilà, parce que peut-être qu'il... Je crois qu'une des affaires qu'il a défendues, c'était pas forcément un homme qui avait tué, mais c'était un homme complice, et il avait été condamné à la peine de mort, et du coup, il l'avait défendu. Mais bref, c'est vrai il était avocat dans des affaires qui sont très glauques, on peut pas le nier. Et il disait que c'était hyper virulent, parce que quand il est arrivé au tribunal, il y avait carrément des gens dehors qui criaient à mort, à mort. Donc voilà, on était vraiment dans cette atmosphère-là où voilà, c'était très ancré dans l'esprit des Français. Et puis voilà, les sondages même actuels montrent que en 2020, il y avait un sondage, 55% des Français étaient encore en faveur de la peine de mort. Mais ce qu'il nous dit, Robert Badinter, c'est assez intéressant. Il nous dit qu'on peut même monter à 62% maintenant, parce que... non, c'était en 80, c'était 62%. Il dit quand même que les chiffres, ils s'expliquent parce que les sondages sont souvent faits à l'occasion des grands crimes ou des attentats terroristes. C'est-à-dire quand il y a vraiment quelque chose qu'on vit collectivement comme quelque chose d'horrible, en fait, et bien forcément, après, il va y avoir un sondage. Et le sondage, il est un peu orienté par rapport à ce qu'on a vécu. Hello, mais je connais ce pseudo, je connais cette personne. Hello, parce que en fait, c'est un élève qui m'a dit son pseudo que j'adore, trop bien. Et c'est pas cool à un pseudo comme ça lors de l'apéro, parce que non. Ah, on voit l'ironie, oui, parce que du coup, on a parlé de mon casque, de mon ordi tout pourri, de mon micro à 25 €, je pense. Tout ça. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de Twitch avec les élèves. Et en fait, j'ai appris des trucs parce que je suis trop nulle. Mais oui. Des points de chaîne, les machins, les trucs. Mais non, mais c'est un monde. Moi, je me sens trop vieille. C'est cool, ce soir-là, c'est cool. Ah, je suis avec la petite soeur. Bon, c'est chouette. Bon, après, ça va. Normalement, c'est un live. Bon, alors là, on parle de trucs pas terribles. Hein. C'est-à-dire, on parle de la peine de mort. Donc, je sais plus quel âge a ta petite soeur. Mais sinon, tu lui bouches les oreilles. Hein. Mais c'est sympa d'être là, c'est cool. Ouais, on parlait de ça parce qu'il y a 40 ans, en fait, la peine de mort a été abolie. Donc, c'est-à-dire qu'elle est dans la loi. Il y a une loi qui est passée qui disait que c'était fini. Et du coup, on parlait de ça. Donc, c'est pas le super... À 7 ans, non, dis-lui. File. Voilà. C'est pas top, mais en tout cas, c'est cool que tu sois là aussi. Non, mais je vais pas la traumatiser quand même. Parce qu'on peut en parler aussi sans qu'on ait des images ou quoi que ce soit. Ouais, donc moi je trouve ça intéressant quand il dit que dès qu'il y a un truc traumatisant qui arrive dans la vie des Français, hop, on fait un sondage derrière. Et du coup, ça influence vachement nos votes, quoi. On se dit, c'est sûr, on joue sur l'émotion et tout. Elle veut rester. Ok, je ferai attention. Voilà, c'est vrai que c'est pas faux. Hein. C'est pas faux ce qu'il dit, on peut le comprendre. Ouais, il dit une faveur de l'émotion que suscite le crime sanglant. Le crime sanglant. Et c'est vrai que quand on... Voilà, les sondages, ou que ce soit même les discours, faut jouer sur l'émotion. Et la peur, c'est l'émotion première qui fait qu'on arrive vachement à être, pas manipulé, mais à penser une chose ou un autre. C'est pas faux. Ouais, alors, il faut savoir qu'on peut pas enlever l'abolition de la peine de mort parce que c'est inscrit maintenant dans la Constitution. C'est Jacques Chirac, un ancien président, qui l'a fait inscrire dans la Constitution. Et en plus, il faudrait aussi déchirer la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres traités. Donc, quand il y a certains candidats là qui nous disent, à la présidentielle, qui nous disent oui, on va remettre la peine de mort, ce n'est pas possible, à moins que ce ou cette candidat ait envie de faire de la France une dictature. Et alors là, ça serait possible, mais a priori, on peut pas, parce que c'est inscrit dans la Convention et aussi dans la Convention européenne. Ça serait un petit peu compliqué. Ouais, c'est obligé, c'est sûr. Voilà, après, cette interview est vraiment pas mal. Et il redit en fait que y a toujours eu des terroristes, il y a toujours eu des gens méchants, il y a toujours eu des gens qui faisaient le mal, et que la peine de mort, ça dissuadait pas, quoi. C'est pas quelque chose qui va empêcher les gens de faire ça. C'est pas trop le sujet. Après, il reparle aussi de l'époque où il a fait passer la loi, et pendant 10 ans après, il n'en a pas du tout reparlé. Il n'a jamais voulu faire conférence là-dessus. Voilà, il fallait vraiment que le Sénat vote conforme, et puis après, et on lui a dit mais jamais ça va passer, c'est pas possible, les Français ils sont trop là-dedans, et c'est passé, et puis le Sénat a voté l'abolition le 30 septembre,
à 12h25. Voilà, 30 septembre, 12h25, je faisais quoi? Je mangeais, voilà, pour fêter les 40 ans, j'étais en train de manger, comme la plupart des élèves d'ailleurs. Voilà, et puis lui, voilà, c'est son combat d'une vie. Pourquoi? Parce qu'il veut l'abolition universelle, c'est clair, c'est son truc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce magnifique graphique où on voit un gros point rouge. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la Chine. Ben oui, parce que la Chine, elle condamne à mort, exécute des milliers de personnes par an, mais sans révéler de chiffres exacts. C'est là qu'on se dit que c'est un peu comme le Covid, hein, ils nous disent 2000 morts, mais on peut peut-être multiplier par 1000, c'est possible. Ah, mais ok, c'était ça au menu de la cantine et tout. Parce que j'ai des petits... Parce que ouais, moi, je mange pas à la cantine, du coup, je connais pas tout bien les menus. Mais merci, tu mangeais pas de chips, du coup. Ouais, avec la loi de l'enfant unique. Alors oui, alors ça, c'est pas vraiment considéré, je pense, dans les chiffres comme ça. Mais effectivement, la Chine, mais c'est fini, je crois, maintenant. A priori, dans la loi, c'est fini, l'histoire de l'enfant unique. D'ailleurs, c'est juste horrible. Mais oui, peut-être que les condamnations à mort, c'est vraiment quand on se dit un crime et hop, on est condamné pour un crime. Mais bon, ils ont fait plein d'exécutions. Et c'est ce qui était dit au début de l'article, c'est que dans certains pays, dont la Chine peut-être, des femmes et des enfants sont encore condamnés à mort. Donc voilà, c'est fou. Donc voilà, gros point rouge pour la Chine, c'est hyper énorme. Pourquoi? Parce que régime dictatorial, voilà, ils sont un peu tarés là-dessus. Donc voilà. Après, on voit voilà tous les pays extrémistes dont on a parlé, l'Iran, eh ben, l'Afghanistan. Là, je pense que ça va grossir ce rond là, parce qu'on sait que les talibans sont de nouveau au pouvoir et que en matière d'exécution, voilà, ils sont pas en retard. Hein. Donc là, franchement, c'est pas terrible, terrible. Ah ouais, la Saint-Barthélemy où c'était sanglant, effectivement. Ah, c'est marrant que vous avez parlé comme ça en physique-chimie, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, ben voilà, des épisodes sanglants aussi de l'histoire, et parfois, on n'est même pas obligé de remonter si loin, on peut... Voilà, c'est ça. Le point de la Chine est un petit peu énorme. Mais voilà, de toute façon, la Chine, tout ce qui est un peu extrême, c'est toujours énorme. Quand on parlait de la dernière fois de censure d'Internet, le contrôle Internet, la Chine, c'est en énorme. Quand on parlait aussi... je sais plus de quoi on parlait aussi, mais bref, c'est souvent l'exemple à pas suivre. Voilà, ben là on a encore l'exemple là. Et puis voilà, juste pour revenir aussi là sur ce sujet-là et pour finir, en fait c'est pas mal parce que ben, on peut constater que voilà, avant 81, les Français ils étaient vraiment pro peine de mort, alors que finalement il n'y a pas eu tant d'exécutions que ça les années qui ont précédé l'abolition. 2 fois en 72, une fois en 73, une fois en 76 et en 77. Donc l'idée c'est que c'était pas une question qui était vraiment centrée sur les cas concernés. C'était plus ce que nous dit Libération, c'était éthique et morale. Alors l'éthique c'est genre le bien, le mal. Et morale, c'était est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est pas bien de le faire? Donc c'était vraiment une question un peu de philo, quoi. Voilà, il fallait réfléchir là-dessus. Et c'est ça qui était voilà, plus pointé du doigt que vraiment les cas, puisque finalement il y avait peu d'exécutions. Pourquoi? Parce que les présidents qui ont précédé François Mitterrand, en fait, ils n'ont pas trop voulu s'attaquer à la question. Je pense qu'ils se sont dit, on s'en occupe pas trop. Mais personne n'était vraiment très sanguinaire, quoi, en tant que président. Donc bon, ils ont un peu occulté le truc, mais ils n'ont pas pris le sujet vraiment à cœur. Hello, petite sœur de Lucas. J'espère que tu te bouges bien les oreilles, parce que là, c'est pas forcément un sujet pour une fille de 7 ans, mais c'est cool, c'est ça, c'est chouette. Lucas qui me parle souvent de toi, donc te connais un petit peu quand même. Bref, et on finira là-dessus, c'est qu'il y avait pas une ambiance, mais à l'époque, les avocats qui défendaient, comme Robert Badinter, des gens qui avaient fait des trucs pas top, ils étaient menacés de mort, et en fait, Robert Badinter, quand même, il a été victime, mais un truc de malade, je ne savais pas, d'une bombe qui a explosé sur son palier, quoi. Donc, pour vous dire que peut-être que les radicaux extrémistes, ils étaient aussi dans ceux qui voilà, voulaient à tout prix défendre cette peine de mort. Eux-mêmes étaient radicaux. Donc c'est un peu bizarre. C'est comme hier, on a parlé du jeu de Google sur les données personnelles, alors que Google voilà, pique un petit peu les données personnelles, a été condamné pour ça. C'est un peu la même chose. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu contradictif. Léonora. C'est trop joli, Léonora. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Eleanor, ça ressemble un petit peu, mais moi, j'aime bien ces consonances comme ça. C'est trop joli. Et il me semble que, si je me dis pas de bêtises, ton frère a choisi ton deuxième prénom. Je ne dis pas de bêtises. Et ça, j'ai retenu l'info. Et je trouve ça trop chouette comme initiative. C'est trop bien. Voilà pour ce sujet, mais vous allez peut-être en entendre parler. Forcément, ça fait 40 ans et c'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Donc, je voulais y revenir ce soir. Un autre sujet. Allez, on va parler d'autre chose
On va parler de manga et aussi de romans et aussi d'adaptations en animé. Alors pas forcément d'un manga hyper grand public du type, je sais pas, l'Attaque des Titans, il y en a plein, Demon Slayer, etc., etc., il y en a plein. D'ailleurs des spécialistes là dans le chat. Mais d'un manga qui a quand même eu pas mal de succès en France, mais qui est assez confidentiel, qui par contre est super chouette, qui s'intitule Le Sommet des Dieux. On va en parler grâce à un article de France Culture. Ah, ma sœur est fan de My Hero Academia. Qui n'est pas fan de My Hero Academia? Du coup, vous pouvez faire une battle quand vous faites les quiz et tout sur internet et tout pour savoir qui répond le plus vite ou pas, si vous êtes bien calé. Voilà. Ah, je connais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un manga plus vraiment. C'est pas très. Un peu un télo. Enfin, faut pas se mentir, un peu un télo, mais par contre, il est assez intéressant. Et il a inspiré des histoires un peu tarées de gens qui ont gravi l'Everest, en fait, cette montagne de l'Himalaya, où en fait, il s'est passé des choses assez dingues, quoi. Il y a eu des blessés, il y a eu pas mal de morts aussi, hein, faut se dire, on gravit pas l'Everest comme comme on peut gravir la colline de son village, quoi. Voilà, c'est pas la même chose. Et puis, ouais, on va pas se mentir. Oui, je sais pas. Alors, il est pas mal, dans pas mal de CD, ce manga, plus de lycée. Mais voilà, on va pas se mentir. Effectivement, c'est pas le manga sur lequel les élèves vont se jeter, mais il mérite d'être connu parce qu'il est vraiment pas mal. Bon, on va aller voir cet article, vous allez un petit peu mieux comprendre. Et puis, un animé. Souvent, l'animé, c'est bien parce que ça permet de découvrir un manga autrement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des petites pubs là. Donc, je vais essayer de les fermer au fur et à mesure. J'ai pas eu le temps de préparer mon truc à l'avance, donc on dira rien. Voilà, Le Sommet des Dieux, c'est quoi? C'est un célèbre manga. Enfin, célèbre peut-être pour ceux qui ont 30 ans et plus, hein, on va dire ça comme ça. De Jiro Taniguchi, voilà, qui vient d'être adapté en long métrage d'animation. Mais il faut savoir que c'était déjà l'adaptation d'un roman. Donc ça a été un roman, un manga, et maintenant c'est un film d'animation. Et c'est un grand périple, donc c'est une sorte de grande aventure qui a pour toile de fond quoi? Le destin d'un alpiniste japonais, ben ouais. Et notamment d'un autre aussi qui s'appelle George Mallory, qui a gravi l'Everest. Et c'est assez fou parce que c'est des histoires de malades, quoi. C'est gravir l'Everest au début du 20e, genre en 1912, je crois. Autant vous dire que le truc, c'était impossible, quoi. D'ailleurs, ils n'en sont pas revenus. Hein, je spoil un peu, mais voilà, c'est pas forcément une fin hyper cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet article-là? Ouais, ben voilà, l'animation, c'est ça. On peut regarder un petit peu quelques secondes pour voir ce que ça donne. Grimper encore, toujours plus haut. Et après? Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait. Pas la peine de s'énerver, je vais t'expliquer. Abou Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier... Voilà, je m'arrête là parce que je peux pas trop diffuser les 2 minutes. En plus, ça a bien spoilé. Mais on voit un appareil photo, un vieil appareil photo, genre l'ancêtre de nos appareils photo numériques qui déjà n'existent plus tellement, il faut se l'avouer. Mais vous allez savoir pourquoi c'est hyper important ça. Hey Caronix, mais merci d'être là. Caronix, il est là tous les soirs quasiment, donc c'est trop chouette. Ben ça va très bien. Ouais, c'est stylé. Alors c'est pas forcément le style d'animation dont on a l'habitude, parce que c'est un graphisme assez spécial. Mais après, c'est bien de découvrir aussi d'autres choses. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas dans les films. Ah, mais Thomas est dans la place. Thomas est dans la place. Hello. Il va nous balancer plein de trucs. C'est bien. Mais c'est gentil, c'est cool. Parce que hier, en fait, c'était à la chaîne et tout, mais c'est sympa en même temps. Mais oui, mais Thomas, non. Alors, je disais toujours aux élèves, mais pas de don. Rien, même en abonnement Prime, rien du tout. Aux élèves, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Ouais, je disais, ça change un peu des animés où ça va... où c'est pas du tout le même graphisme. Où parfois, vous avez... comment vous dire? Moi, je suis restée sur les animés Dragon Ball où, en fait, vous avez une animation par épisode, tu vois, où c'est hyper lent, mais en même temps, vous avez vachement de je sais pas comment dire ça, de mouvement, de dynamisme et tout. Là, c'est presque un film animé, c'est pas pareil que ce qu'on a l'habitude de voir ça. Mais non, Thomas, mais stop. Heureusement que Lace Crème et Oignon est là pour m'apprendre les rudiments de Twitch, parce que je vous jure, je suis trop nulle. Mais Thomas, attention, je mets des claques virtuelles. Voilà, parce que ça va pas du tout. Mais c'est... bonne initiative, les maths, les fameux théorèmes de Pythagore que j'ai essayé de t'expliquer ce matin et qu'en fait, je suis sûre que personne n'a compris parce que moi-même, je ne comprenais pas le truc.
Oui, va faire tes maths. Merci beaucoup d'avoir été là. Même quelques secondes, c'est cool. Bah écoute, Caronix, ouais, bonne journée. Une journée comme un jeudi, quoi. Speed, avec plein d'élèves sympas et tellement sages. Des anges. Ben oui, des anges. Voilà. Non, c'était une bonne journée. 1 centime. Mais 1 centime, c'est mort quand même. C'est même ça, c'est non. Les élèves, gardez vos centimes, c'est bien précieux. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, Thomas. Merci en tout cas. Bref, on revient sur chez Ekaonix. Est-ce que ta journée, ça allait aussi? Ah, petite chemise, ouais, alors à mon conjoint, il me dirait que ça ressemble à un torchon. Mais bon, moi, je le mets quand même, du coup. Moi, déjà appris. Bravo. Non, en vrai, le théorème de Pythagore, ça va, ça se gère, ça je peux encore. Après, je peux plus, mais ça va. Thomas, une claque virtuelle. Allez, hop, merci, et puis va faire tes maths. Joli torchon. On revient sur ce manga parce que là, il faut pas que je m'éloigne du sujet, quand même. Alors, il faut savoir qu'en fait, mais non, mais Thomas, Mais Thomas, je vais le voir demain. Il faut qu'on ait une discussion demain, à la récréation. Tu viendras à mon bureau, comme d'hab. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut revenir au manga. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, vous m'avez trop perturbée. Oui, parce qu'au départ, c'est un roman. Et en fait, l'auteur qui s'appelle... Alors, de toute façon, c'est un nom japonais. J'ai un petit peu du mal, parfois, avec le nom japonais. De Baku Yumemakura. Je pense qu'on prononce comme ça. Lui, il voulait vraiment écrire un truc sur l'alpinisme et tout ça. Bon, pour beaucoup de gens, l'alpinisme, voilà, c'est un peu un truc, voilà, c'est un peu lointain, on s'y intéresse pas tellement. Et pourtant, en fait, il y a eu des histoires de malades et il y a notamment une légende de l'alpinisme, Georges Mallory, qui a vécu une aventure genre hors norme et un truc de folie. Ah, journée cap, j'ai passé 2 tests de langue. Est-ce que c'est par rapport à un nouveau boulot ou pas, Caronix? Parce que je sais que, du coup, tu vas être obligé de bifurquer un petit peu, mais... Et le montage de ta vidéo, j'espère que ça a avancé aussi, parce que je suis pas allée voir la chaîne YouTube, mais je suis intéressée. Dès que tu l'as fini, hop, faut me dire j'ai fini, comme ça j'irai regarder. Et à un moment, il est, j'ai envie de dire, il se baladait près de l'Everest, mais il retrouve des alpinistes qui visent le sommet, et là il se souvient que du coup, il a envie d'écrire là-dessus, et il a écrit quoi? Un roman de 1700 pages. Voilà. Vaut mieux lire le manga, hein, perso, parce que voilà, ça ira plus vite, et en plus c'est plutôt sympa. Alors, il s'est inspiré d'une histoire vraie, qui est l'histoire de George Mallory et Sandry Irvine. Je pense qu'ils sont britanniques. Hein. Et en fait, vraiment, George Mallory, il rêvait de gravir l'Everest comme beaucoup. Sauf que là, on est vraiment au début du 20e, que voilà, ça se faisait pas. Il y a une pub pour l'iPhone 13, mais comme si je pouvais... Parce que les pubs, souvent, c'est ciblé, mais comme si on pouvait se le payer. Qui peut se payer un iPhone 13? C'est pas possible. Mais bref. Et cet homme, il a eu une histoire assez incroyable. Alors, il faut le rappeler, c'est l'un des immenses points d'interrogation de la courte histoire de l'alpinisme. C'est vrai qu'il n'y a pas une histoire de folie par rapport à l'alpinisme. Mais en gros, lui, il s'est rendu le 8 juin 1924, direction sommet de l'Everest, en compagnie de Sandy Irving. Et les hommes progressent. Il y a un autre membre de l'expédition qui est resté en contrebas. Je ne sais pas s'il a senti le truc du genre, ça va pas le faire. Mais bref, les 2 autres ne sont jamais revenus. Et en fait, ils ont laissé une sorte de question en suspens. Ont-ils atteint le sommet avant de mourir? Là, on voit quelques planches du manga de Taniguchi. Et là, on peut se dire, voilà, dernière fois qu'il vit les 2 silhouettes, c'est quelque chose d'un peu dramatique là-dedans. Et sachez qu'on a peut-être quelques pistes de réponse, mais qu'il faut attendre très très longtemps. Donc, ils ont gravi, c'est début du 20e, il faut attendre 79 pour qu'il y ait le petit mystère qui commence à s'éclaircir. Pourquoi? Là, c'est un petit peu en bas. Petite sœur de 7 ans, là, faut pas trop écouter. Non, alors oui, non, horreur, c'est mort, les mangas d'horreur. Il y en a en plus, hein, je sais pas si c'est par exemple Tokyo Ghoul et tout ça. On me demande souvent, moi je dis non, c'est mort. Au collège, c'est mort, c'est un peu trash. Les mangas d'horreur. Alors même sans être d'horreur, il y a des mangas qui sont quand même trash. Hein. Par exemple, moi j'ai lu un peu l'Attaque des Titans. Et il y a des planches quand même, c'est un peu gore. Et ma fille qui est en 5e maintenant voulait absolument le lire. Alors je me suis dit, de toute façon, elle va le choper chez une copine et tout, donc je vais pas interdire. Du coup, on avait acheté les premiers, et puis j'ai lu, et puis elle a lu avec moi. Mais en fait, elle, ça lui passe comme ça au-dessus. Rien à faire. Hein. Le truc, le sang, les trucs... Enfin, rien. Donc, je sais pas, les jeunes n'ont plus de sensibilité à l'horreur, peut-être. C'est ça. Non, Caronix, tu ne peux pas rentrer au collège si tu n'es pas autorisé. Bref, et il faut savoir qu'il y a quelques voilà, pistes de réponses qui ont été données en 79. Pourquoi? Parce qu'au cours d'une ascension, il y a un alpiniste chinois qui confie à un collègue japonais qu'il a aperçu le corps d'un vieil anglais mort.
je sais pas comment il a su que c'était un anglais, mais bref, qui pourrait être celui de Sandy Irving ou de George Mallory. Hélas, alors qu'en fait, il venait d'être découvert, c'est assez fou, des années après, il est emporté par une avalanche. Donc là, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Et après, il y a encore une autre expédition en 99 qui a fait que l'enquête a avancé. Et là, que c'est un peu gore, c'est qu'il y a un alpiniste américain qui découvre, dans une pente, un pied nu, talon dressé vers le haut. Il faut savoir que en l'Everest, il fait très froid. Le froid, ça conserve. Bah oui, donc le cadavre a été conservé dans les neiges ultimes. Et en fait, ils ont réalisé que, bon, du coup, en étudiant les eaux, tout ça, ça pouvait être une chute. Donc, ils auraient chuté. Et, bon, ils ont découvert que c'était effectivement le corps de George Mallory. Bref. Par contre, il manque quoi? Il manque l'appareil photo dont il ne se séparait jamais et qu'on voit dans l'animé. Et l'appareil photo, c'est vraiment un point central du manga et de l'animé. Puisque, en fait, on peut se dire que, ok, l'appareil photo, il est plus d'usage, mais peut-être que les négatifs le sont encore. Donc, peut-être que ça va nous en apprendre plein de choses sur cette petite ascension au sommet des dieux. Il avait une tasse de thé. Attends, je te donne un, il avait un grain de sel. Ah bon? Du coup, je suis paumée là. Il avait une tasse de thé. Ok. Donc voilà, il faut savoir que lors de sa dernière ascension, il s'était vu confier par un de ses collègues ce vieil appareil photo. Donc ça, c'est l'ancêtre de nos appareils photo qu'on n'utilise plus en fait. Hein. Faut pas se mentir encore une fois. Et il a été lancé en 1912. C'était pas du tout la photographie à l'époque. C'était hyper marginal quoi. Et c'est un petit appareil photo en plus de poche, donc voilà, facile à emporter tout ça. Et voilà, il suffirait que Mallory et Irving aient pris une seule photo du point final de leur ascension pour faire d'eux les premiers êtres humains à avoir atteint le plus haut sommet du monde. Si un jour on arrive à prouver ça, on peut se dire, ok, c'est les premiers qui ont atteint les 8849 mètres. Bref, le roman, le manga, c'est là-dessus. Et franchement, il faut le découvrir. C'est vraiment plutôt pas mal. En même temps, ça parle d'une autre star de l'alpinisme japonais. Donc, je pense qu'il n'y a que les Japonais qui connaissaient encore. Tsunego Hasegawa, avec lequel un autre est en concurrence. Voilà, il y a quand même de la concurrence dans le monde de l'alpinisme. Mais c'est marrant parce qu'on a quand même certaines valeurs qui reviennent. Par exemple, en fait, les deux hommes sont ennemis, hein, ces deux alpinistes japonais. Mais même là, dans la réalité, voilà, ils se respectent et s'affrontent toujours avec un objectif ultime en tête, vaincre l'Everest, le sommet des dieux. Voilà pourquoi la BD, le manga, s'intitule comme ça. Donc voilà, découvrir. Franchement, ouais, ça peut être sympa à voir si l'animé est aussi fort que le manga. Mais c'est possible, ça sortira le 22... Bah, c'est déjà sorti, le 22 septembre. Voilà. Je viens de doucher, je reviens. Ok, bah merci, c'est gentil de revenir. J'espère que je serai encore là. Je vais essayer de... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais essayer de 19h30. Voilà, donc il faut pas trop que je m'étende. Parce qu'en général, j'ai toujours 1 heure et après, 15 minutes plus tard, je suis toujours là. Voilà, un extrait du film pour terminer. Ouais, c'est dommage, voilà, Jiro Taniguchi n'aura pas pu voir l'animé, il est décédé en 2017. Et là, voilà, France Culture nous dit quoi? Parce qu'il fallait finir l'article, mais c'est plutôt pas mal. S'il n'a pas atteint le sommet des dieux, il n'en aura pas moins été au sommet de son art. Voilà. Et les enfants, ça a été l'école? Bah ouais, ça a été, merci de me poser la question. Bah ouais, c'est cool. Bah ma fille, elle est dans son truc en fait. Hein. Voilà, 5e. Au départ, c'était pas forcément bien parti de dire, c'est pas forcément une classe qu'elle connaissait et tout. Et c'est super, ça se passe bien. Et le petit fait sa vie hein, en petite section. Donc, pas beaucoup de compte rendu. Hein. Je vous avouerai que quand ils sont en toute petite section, si on a un, c'est bien, c'est bien. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font, c'est un mystère total. Mais il faut des choses. Voilà. Et du coup, tu n'as pas dit, Caronix, ou alors j'ai zappé si tu avais fini le montage ou pas sur ta chaîne YouTube. Comme ça, bah, j'irai guetter le jour où ça sera fini. Peut-être dernier sujet avant qu'on aille dans le monde des ados. Et puis peut-être qu'on parlera de l'interdiction des réseaux sociaux aux ados demain. Puisque demain, je serai là aussi pour un nouveau stream. On va parler de l'émission The Voice. Mais oui, The Voice, c'est l'émission télécrochet. C'est-à-dire, c'est des chanteurs, voilà. Il faut voter pour le meilleur chanteur, etc. Puis à la fin, il y a un gagnant. Vous la connaissez, voilà, le samedi soir. Et en plus, c'est tout le temps. C'est comme Koh-Lanta, c'est comme Top Chef, c'est comme quoi qui revient souvent. Comme toutes ces émissions qui sont le meilleur pâtissier, qui sont là genre 2 fois par an. On a l'impression qu'à peine c'est fini, il y en a une qui recommence. Donc là, c'est actuellement. Et en fait, c'est un vrai business hyper lucratif. C'est-à-dire ça rapporte de l'argent pour toute l'industrie de la variété. Ben oui, on va essayer de comprendre le truc.
J'ai recommencé jeune là pour YouTube. Ouais, bah ouais. Après, musique libre de droit, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un site que j'utilise, mais après, j'ai fait un peu le tour, mais il est pas mal, qui s'appelle Au bout du fil, qui est pas mal. Mais après, il y a plein d'autres sites, mais ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Donc, le générique avec la flûte de Pan vient de Au bout du fil. Ouais, mais il y a d'autres choses aussi. C'est rangé par thème, c'est vachement bien fait. On va s'intéresser à cet article, mais je peux pas forcément vous le diffuser en entier. J'ai que le début, ou alors je l'ai là. Je vais essayer de le trouver. Ouais, je peux pas trop zoomer, mais je vais essayer de vous en retirer l'essentiel. Album, droit d'auteur, concert, voilà, c'est un business de folie pour toute l'industrie de la variété. Donc il y a le producteur de The Voice qui scanne régulièrement les titres français les plus téléchargés. Alors je sais pas quand c'était là. Bon là c'est le dernier challenge, hein, c'est le dernier numéro. Mais en gros, voilà, en premier il y a quoi? Il y a Kenji. Bon à l'époque il y avait Amir, Clément Albertini, je connais pas ça, Clément Albertini. 12 sur 30, bref, sont issus de The Voice. Il y a eu un carton total de Vita et Slimane l'année dernière. Slimane, c'est un ancien de The Voice. Voilà, en 10 ans, les plus grosses vedettes révélées sur cette scène télévisée, Kenji Girac en tête, ont écoulé 10 millions d'albums. C'est juste énorme. Et c'est pas forcément les gagnants en plus hein, qui rapportent. Il y en a plein d'autres. Voilà, je pense que c'est cité après. Il y a Louane par exemple, mais il y en a d'autres également. C'est une grosse machine. C'est la machine à cash. À laquelle l'industrie du disque doit beaucoup. Alors bon, bien sûr, le PDG de TF1, il dit quoi? Il dit quoi en tant que PDG de gros patron? Il dit quoi? Nous participons au patrimoine culturel français. C'est peut-être un peu se calmer. J'ai envie de dire calmos quand même. Voilà, pour le patrimoine, on jugera dans 20 ans. C'est vrai qu'on n'a pas en plus de recul pour le dire. Hein. Par contre, c'est vrai que la contribution au business musical est avérée car derrière les émissions, il y a 120 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par les albums, les droits d'auteur qui signent textes et musique, le streaming, les programmations radio et télé, les 3 millions de places de concert, les comédies musicales dont les rôles titres sont tenus par des ex-Voice. Et vous allez voir qu'il y a des contrats qui sont signés et qui sont des contrats d'exclusivité sur la durée et tout ça. Donc voilà, hein, c'est du business, c'est clair. En 2010, alors pourquoi c'est arrivé en France, The Voice, c'était d'abord aux Pays-Bas, comme Love Story. Et d'ailleurs, c'est le producteur de Love Story qui a lancé aussi The Voice aux Pays-Bas. Il s'appelle John de Mol. Et bref, il pulvérise plein de codes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les télécrochets. Que c'était plus à l'ancienne, vous avez les chanteurs qui faisaient leur truc, leur show, voilà, et je sais pas s'il y avait des jurys ou pas, mais en tout cas il y avait un vote, tout ça, et ça se faisait pas encore le concept de The Voice. Donc les jurés, dans des fauteuils rouges, tournent le dos au candidat, ses amis appuient sur un buzzer et se retournent. C'est un choix à l'aveugle où seule la voix compte. Ouais, sauf que après il les voit, et après ça continue. Donc finalement, seule la voix compte au début, mais après, on va pas se mentir encore une fois. Je pense qu'après, il y a quand même aussi une question de physique et c'est un peu hypocrite. Ben, c'est mon avis. Hein. Voilà. Alors à l'époque, le désengage est un des ingrédients des autres télécrochets. Ah, a priori, quand même, on était dans l'ambiance va te casser et tout. C'est vrai, quand on regardait même Popstar pour les plus vieux comme moi, des fois, ils cassaient vachement. Des chanteurs. Bon, après, ils faisaient exprès de faire passer genre des casseroles, quoi. Mais on était dans un truc un peu pas très bienveillant, c'est vrai. Et là, oui, les commentaires sont plutôt cool. Et ça, c'est vrai. C'est bien. Il faut quand même noter ça. Ça, c'est vrai. Examinateurs bienveillants qui, pour constituer leur écurie, doivent se vendre auprès des meilleurs. Et se vendre alors qu'on est un peu une star, c'est vrai que c'est un concept innovant. 1770 chanteurs sont passés dans la version française et sa déclinaison The Voice Kid. C'est un peu plus gênant, je trouve, The Voice Kid. Parce que c'est vrai que ce côté business des enfants chanteurs, c'est un peu bizarre, mais bref. Un vivier exceptionnel pour les maisons de disques et d'abord pour Universal, qui est un grand studio lié à l'émission par un contrat mondial d'exclusivité. Bah oui. Universal signe au gagnant un contrat qui lui assure 3 albums. Donc autant vous dire que c'est cool, hein. C'est quand même cool. Ça veut dire que vous avez 3 albums d'assurés. Mais en même temps, si vous voulez peut-être faire quelque chose qui plaira pas, un petit peu éloigné de ce que vous avez fait pendant le premier album et qui plaît pas à Universal, vous n'avez pas trop votre mot à dire. En gros, vous êtes un peu enchaîné à Universal. C'est un peu ça la contrepartie, mais c'est vrai que je comprends que les candidats se présentent parce que c'est quand même un contrat de 3 albums.
c'est plutôt pas mal. Tant pis si le choix des spectateurs lors de la finale n'est pas le sien. Et c'est vrai que par exemple Universal a enrôlé Louane qui n'était même pas finaliste récemment, mais j'ai pas suivi le slammer Tariq qui est demi-finaliste. Par contre ils ont laissé Amir ou Claude Capéo à des concurrents. Bref. En vérité, en fait, ce qu'on sait pas en coulisses, c'est qu'il y a un vrai travail de recherche des artistes et tout qui vont passer avant même qu'ils arrivent sur la scène de The Voice. Donc ils n'arrivent pas comme ça, du genre... voilà, avant ils ont passé tout un casting. Et même les producteurs sillonnent un peu la France, regardent des choses sur YouTube, voilà, pour essayer d'avoir les nouvelles perles, quoi, en matière de musique. Et les faire après passer sur The Voice. Mais déjà, il y a 10 000 candidatures spontanées. Je sais pas qui fait le tri entre tout ça, mais je sais pas, ils doivent être pas mal, mais le boulot de folie, ça va être assez dingue. Et puis après, il y a des auditions qui ont lieu dans un beau studio avec pianiste. Ce qui est pas mal, c'est qu'avant même de passer là sur le plateau de The Voice, ils sont déjà coachés par des coachs vocaux. Et après, il y a 200 qui parviennent à un casting final, auquel assistent Universal et TF1. Ils sont accompagnés d'un orchestre, et ça c'est bien, avec des vrais musiciens, pas genre la petite boîte arrive derrière, la petite bande son derrière, ça c'est quand même cool. Et puis après, ça y est, les candidats au final sont sélectionnés. Donc tout ça, ça se passe avant et ça, on ne le sait pas toujours. Les passages sur scène durant plusieurs semaines permettent aux professionnels de guetter les réactions sur les réseaux sociaux. Ben oui, parce que tout ne se passe pas que là lors de la diffusion, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux comme beaucoup de choses. Et puis il faut que les candidats aient un certain charisme, donc c'est pour ça que c'est un peu hypocrite. Ok, la voix, tout ça, on a beau avoir une voix de malade, si on n'est pas apprécié sur les réseaux sociaux, si on se fait pas voir sur les réseaux sociaux, si on n'a pas un charisme un peu minimal, voilà, on a peu de chance finalement d'être sélectionné. Ça c'est le côté un peu hypocrite, faut pas se mentir non plus. C'est ma phrase hein, ce soir, hein, faut pas se mentir. Voilà, The Voice, environ 1 million d'euros. Voilà, dégressif et gagner un temps considérable au label qui récupère tel ou tel. Donc ils sont forcément alliés à Universal qui voilà, récupère tel crapin comme ça des chanteurs qui pourraient rapporter. Alors les participants savent tous chanter, mais ça ne suffit pas, on vient de le dire, pour faire carrière. Ben oui, là on a quelques chiffres, Louane et Kenji Girac en tête, hein, ça c'est clair. Ben oui, c'est là que la maison de disques intervient pour associer le débutant au bon parolier. Ben oui, parce qu'on peut être chanteur, juste interprète, on n'est pas forcément compositeur. Trouver les chansons, bâtir un storytelling. Et le storytelling, c'est hyper important sur les réseaux sociaux, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Storytelling, c'est ça, c'est se raconter une histoire, hein, se créer une histoire, et il faut que ça soit aussi vivant, il faut que chaque jour ça évolue, c'est une image aussi à mettre en scène, tout est très travaillé. Ouais, après c'est vrai que c'est un peu comme tout, bah moi ça m'arrive hein, de regarder, bah voilà, notamment avec ma fille et tout, j'ai regardé la semaine dernière d'ailleurs, je suis jamais à fond, hein, comme d'ailleurs je suis jamais à fond Top Chef, ni Le Meilleur Pâtissier, je regarde de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est redondant, c'est vrai que c'est souvent la même chose, mais comme pas mal de... Ils ont du mal à se renouveler, puis après, ils inventent des trucs qu'on comprend pas, là. Le truc que tu... l'autre, le machin, le buzz, je le veux, moi, machin et tout, je comprends pas tout. Ouais, ça traîne un petit peu en longueur, je suis d'accord. Peut-être que s'ils faisaient moins de saisons aussi, un peu comme Koh Lanta, ce serait bien, au lieu de faire 2 par an. Une déjà, ce serait déjà bien. Ouais, je suis d'accord. Après, oui, ça reste quand même... du divertissement sympa à regarder. Ouais, après, voilà, parfois il y a peut-être une voix qui vous percute, un artiste qui arrive à sortir du lot, et à ce moment-là, ça devient peut-être intéressant. Après, le jeu des jurys, des machins, c'est vrai que ça, on le connaît un petit peu. Ouais, les auditions à l'aveugle, parce qu'il y a à côté... Ouais, c'est sympa, les auditions à l'aveugle. C'est vraiment le principe de l'émission. Après, ça devient ça, c'est du storytelling, de l'image, du physique... Donc effectivement, moi je serais un peu de cette team là aussi des auditions à l'aveugle, et puis après un petit peu. Tu dis yes, t'appuies sur le buzzer, ça y est, tu t'es retourné et tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Et alors voilà, pour finir, qu'est-ce qu'il nous dit l'article? Ouais, ça affirme la part de The Voice dans le succès inouï de Kenji Girac. On a les chiffres là au-dessus. 39%, là c'est quoi 39%? C'est sur les 10 millions d'albums en 10 ans. C'est les plus gros vendeurs de disques de l'émission en pourcentage, mais c'est ça que je dirais en tête. Peut-être parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Et storytelling, pourquoi? Et c'est nous dit dans le challenge, là, ça. Voilà, on a un exemple. Parce que voilà, Kenji Girac, il faut inventer un truc. Et en général, c'est un peu... voilà, si vous avez une histoire un peu linéaire, un peu lisse, sans trop de problèmes dans votre vie, ça va pas être très intéressant pour les producteurs.
Malheureusement, ça fonctionne comme ça, mais c'est très comme ça. Hein. Même genre, dans Meilleur pâtissier, à un moment, on va revenir sur le portrait, et voilà, il a vécu ça dans sa vie, la petite musique, le truc. On joue sur l'émotion comme toujours. Et Kenji Girac, voilà, il est arrivé avec son enfance, en caravane, sa culture gypsy. Et Louane aussi, qui a vécu une histoire dramatique en plus, puisqu'elle a été orpheline de père et de mère. En plus, il y avait un côté, d'un coup, elle perce tout, quoi. Elle a reçu le meilleur espoir féminin pour la famille Bélier, alors que sortait son premier album. Il y a un côté un peu, un truc qui était vécu, mais un truc phénoménal, quoi. Et ça plaît, ce genre de story, quoi. On est dans le storytelling. Genre, je fais la guerre, mon colonel. C'est ça. J'ai perdu mes potes, mais la cuisine m'a sauvé, chef, exactement avec la petite musique, la moyen. Après, ce sont des personnes comme Louane qui ont vécu des trucs dramatiques, mais du coup, c'est même, ça rend mal à l'aise, quoi, en fait, qu'ils en fassent tout un truc aussi autour de ça. Voilà, parfois quand c'est trop dramatique, voilà, des fois ça peut prêter à sourire, du genre, oui, je sais pas, je me suis cassé une jambe un jour et la cuisine m'a sauvée. Mais parfois c'est même un peu too much, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais la guerre, mon colonel, moi j'ai la référence. C'est pas ma guerre, mon colonel. Hello, Extra, merci d'être là. Je finissais un peu de dépouiller cet article sur le business derrière l'émission The Voice. Et on parlait, voilà, de storytelling et du fait que, mais c'est pas que The Voice, dans toutes les émissions un peu télé-réalité, il faut avoir du storytelling et souvent une histoire un peu larmoyante, et même ça rend mal à l'aise parce qu'on joue sur les événements dramatiques qui sont vécus parfois par des candidats comme Louane par exemple. Donc voilà. Entre il y a du cash, il y a du business, il y a de l'argent, mais voilà, on est dans une société où on aime bien l'argent. On aime bien aussi tout ce qui est l'apparence, donc The Voice, la voix, mais c'est beaucoup l'apparence aussi. Et les réseaux sociaux également en parallèle. Donc article intéressant, parce que voilà, on peut aimer The Voice bien sûr, mais c'est bien de savoir ce qu'il y a derrière, et il y a tout ça derrière, donc ça c'est bien de le savoir aussi. 19h13, bah ouais, on parlera des ados et des réseaux sociaux demain, je garde ça avec cette fameuse question, faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados? Et puis on va un petit peu se balader dans le nouveau numéro du Monde des ados. Attention, là, qu'est-ce qu'on a? On va parler de cannabis, mais pas que. Mais c'est bien de parler de ça parce que, bah oui, ça touche les jeunes aussi. Et le monde des ados, voilà, met en scène aussi propose des articles qui, voilà, vont nous parler de légalisation, de consommation, de danger, de santé, bien évidemment. Ouais, voilà, après, on peut effectivement critiquer, on peut avoir aussi plaisir à regarder The Voice. Mais tout ce qui est derrière, tout ce qui est télé-réalité en fait, hein, y a toujours des trucs qui sont pas très très cool, un peu glauques quand même, voire souvent parfois. Je vais reprendre mon souffle. Je parle trop vite. Et puis on va aller guetter ce qui se passe dans le monde des ados. Moi j'aime bien faire une petite pause dans le monde des ados. J'ai plus de voix, ça y est. À tout de suite, je prends mes notes, je prépare le mag en ligne et je suis à vous tout de suite. Et le voilà, ce nouveau numéro. Et c'est bien qu'en fait, il fasse la une là-dessus sur le cannabis parce que faut pas que ça soit tabou. Hein, c'est comme une drogue qui est plébiscitée aussi par les jeunes. Et donc, du coup, voilà, c'est bien d'en parler. Je trouve que faut le faire. Hein. On passe du numéro d'un petit panda qui parle quand même d'un sujet bien sûr important qui sont les espèces, les animaux en voie de disparition. Mais du coup, on a la une mignonne avec le panda. Puis après, juste après, 15 jours plus tard, paf, la une avec le cannabis. Non, c'est aujourd'hui, en fait, on va faire un petit tour dans cette revue-là. Parce qu'il y a un dossier là-dessus, mais on va pas parler que ça. On va parler aussi de SF et de ciné, de science-fiction et de ciné. Et puis, on va parler d'autres choses aussi. On va un peu parcourir la revue. Et demain, je refais une revue. Je referai une revue de presse. Et je vous conseillerais un petit quelque chose qui est d'ailleurs évoqué dans le monde des ados au niveau culturel, et c'est plutôt pas mal. SF et ciné, bah oui, parce que vous le savez, on en avait parlé, hein. Y a Dune qui est, je crois que ça y est, c'est sorti, hein, qui est actuellement au cinéma. Dune qui est une adaptation d'un grand roman de SF qui est pas forcément ton truc, hein, Caronix, mais c'est l'occasion pour beaucoup de revues et de journaux de parler de SF au ciné en général et de revenir sur certains films qui ont marqué l'histoire de la SF au cinéma. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de feuilleter en même temps dans cette revue. Pas mal de choses. Des fois, il y a des infos insolites, mais on les aime bien, celles-là. Par exemple, quand même, savoir qu'en Allemagne, c'est une info qui ne sert pas à grand-chose, mais quand même, je vous la partage. Oui, il y a quoi? Il y a 2 maîtres cordonniers, et ça, c'est peut-être dit parce que c'est des métiers qui se perdent, en fait, les cordonniers, qui travaillent le cuir, notamment, qui ont réalisé une chaussure en taille 240. Alors, taille
taille. Ma maman dirait, mais non, elle est capable d'agresser une vendeuse parce qu'elle dit taille. Non, c'était pointure. Voilà, ça a été toute ma vie. Quand vous allez acheter des chaussures, il faut bien sûr dire pointure et pas taille. Voilà, donc pointure 240, excusez-moi, je corrige. Pour cela, ils se sont associés à un menuisier qui a sculpté le moule de cette chaussure au format XXXXXL. Voilà. Bon, c'est une info qui sert à rien, mais peut-être qu'il peut faire parler d'un métier qui est un peu disparu. Pointure, voilà, on dit pas taille pour les chaussures. Bon, il y a des débats. Je voudrais faire un sondage, mais bon, on n'est pas beaucoup. Comme Samuel Etienne fait, mais avec ses 400 000 viewers. Ces petits sondages en direct pour savoir si vous préférez dire taille ou pointure. Bref, sachez que ça c'est une info insolite aussi, mais on fête les déjà 71, donc ouais, on est sur du 50 ans là. 50 ans de la première adaptation de Charlie et la chocolaterie, c'est un roman de Roald Dahl. Roald Dahl, on le fête aussi en septembre, qui est un auteur jeunesse, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, jeunesse, mais pas que d'ailleurs. Qui a beaucoup marqué les générations avec ses récits fantasques et sympas comme tout. J'aime bien te provoquer. Attention, faut pas provoquer non plus si soit note apparemment. Mais ça c'est plutôt pas mal. Genre un petit info qui nous permet de parler d'autres choses aussi. Bien sûr, on parle du procès qui se déroule en ce moment. Et quel procès, voilà, par rapport aux attentats du 13 novembre 2015. Peut-être les jeunes d'aujourd'hui se rappellent quand même de 2015, même si ils étaient jeunes. Puisque bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu en France. Et il y avait déjà eu les attentats contre Charlie Hebdo quelques mois avant. Et voilà, c'est l'attentat le plus meurtrier en France depuis 1945. Et il y a eu 1750 victimes ou proches de victimes durant ce procès, 330 avocats. Et bien sûr, il y a Abdelsam, je ne sais plus comment il s'appelle. Salah Abdelsam, 32 ans, qui en plus nous fait des déclarations qui quand même font froid dans le dos, mais bref. Donc le procès est en cours. Et voilà, il est exceptionnel. Sachez qu'il est exceptionnellement filmé, comme l'ont été celui du nazi Klaus Barbie. On avait parlé d'ailleurs d'une série de fiction qui parlait de ce contexte un peu de procès filmé. Ou encore ceux du génocide de Tutsi au Rwanda, on en a parlé hier. Des images archivées qui ne seront, ceci dit, visibles du grand public que dans 50 ans. Mais quand même, ça va être comme une sorte de témoignage un petit peu. Alexandre nous dit, ouais, Charlie, la chocolat, c'est la base. Et ça marche encore maintenant, en fait. Finalement, on voit que Roald Dahl, ça n'a pas tellement vieilli et que ça traverse les générations. Et oui, alors, 11 septembre, alors là, je me sens trop vieille. Moi, j'avais 17 ans. Donc, je pense qu'ils s'appelleront les attentats de 2015. Donc, bon, c'est pas forcément une question que j'ai envie de leur poser comme ça à lambda, mais oui, parce que même s'ils n'étaient pas forcément collés à leur télé, forcément, on a entendu parler. Dans les écoles, on était obligé d'en parler, mais c'était bien libérer la parole, donc on en parlait. Mais effectivement, c'est quelque chose qui reste dans les esprits. Pas de brocoli ce soir, attention, c'est équilibré. 2001, j'avais... Non, sors, Caronix, tu sors, merci. Non, je rigole. Les filles, non, mais 9 ans, mais non, mais Caronix, quoi. Allez, c'est trop jeune. Bon appétit, merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend aussi ? Ben oui, on a des nouvelles d'une ado libanaise qui avait déjà témoigné pour le monde des ados suite aux explosions qui avaient ravagé Beyrouth, la capitale du Liban. C'était un 4 août en 2020. Et là, elle dit que c'est une situation hyper dramatique au Liban parce que notamment, il n'y a pas assez d'électricité. Donc, pour faire le repas, ils doivent attendre le moment où il y a l'électricité, Et ils doivent faire parfois la queue de longues heures pour avoir de l'essence à la station-service. Elle l'a fait pendant 4 heures. Et quand elle est arrivée, la pompe était vide. Donc, c'est des situations qui vivent au Liban. C'est des petits exemples, mais ça montre quand même que c'est pas très cool. Pars, Caronix. Non, mais reviens demain quand même. Bon appétit, Caronix. Un petit zoom sur Jean-Paul Belmondo. Ben oui, c'était sa dernière cascade quand il avait 65 ans. Mais on en a beaucoup parlé de Jean-Paul Belmondo. Mais ouais, il faisait bien ces cascades. Et ben ouais, on parle du 11 septembre et là, c'est une image qui est assez forte, ça. On est aux États-Unis, c'est 20 ans après, des commémorations se tiennent dans tout le pays 20 ans après le 11 septembre. Ben oui, c'est une date aussi phare, 20 ans après. Et il y a un Amérindien qui a choisi de brûler de l'encens devant cette bibliothèque où ont été plantés près de 3000 drapeaux américains. Je trouve que c'est assez fort comme image, parce que sachant que les Amérindiens ont aussi vécu des épisodes dramatiques et que les générations de maintenant subissent encore les conséquences d'avant. Franchement, c'est directement lié quand même à l'Amérique et aux colons. Je trouve cette image hyper forte et assez saisissante.
Une image bien déprivante aussi, Mexico, bah oui, là-bas, en fait, il faut savoir que le retour en classe, c'est pas terrible. Les ados sont toujours pas vaccinés, alors bon, on va pas rentrer dans un débat vaccin. Mais oui, donc des fois ils viennent, ils sont tout seuls en classe. Là, on est trop dans la déprime, mais en plus c'est dramatique puisque bien sûr qu'on a besoin de l'école. On ne revient pas sur Christo et Jeanne-Claude, dont on ne parle pas forcément, qui était sa compagne, qui ont emballé l'Arc de Triomphe ici, voilà. Pour le côté Ronaldo, voilà, qui a fait encore des exploits ici. Dans le monde des ados, on parle de plein de choses aussi, d'actu, et en mode actu, c'est le reportage qui est consacré à la tanière. C'est bien de le signaler, ça, qu'il existe ça en France, ce sont des zoos-refuges. Donc, ok, c'est un zoo où on peut aller voir les animaux, mais les animaux qui sont là, bah, ils ont vécu une vie pas terrible du tout. Comme un éléphant, là, qui a été blessé. Là, on a plein d'exemples ici. En fait, voilà, ce sont des animaux qui ont été meurtris. Et ils se retrouvent ici, c'est une fondation, hein. Voilà, ils ont décidé d'investir leur propre argent dans la transformation d'une ancienne ferme et de construire un zoo-refuge sur 20 hectares. Donc, c'est pas l'argent du gouvernement, c'est vraiment leur propre argent, mais je trouve que l'initiative est vraiment top. Et le but, c'est quoi? C'est de remettre sur pattes des animaux cabossés, ben oui, et une nouvelle vie, une petite retraite, quoi, paisible, loin de tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai qu'on parle pas énormément de la souffrance animale. Parfois, quand même, c'est des choses dramatiques qui se passent. Et voilà, je voulais saluer quand même cette initiative qui est quand même top, quoi. Heureusement que ça existe. On parle aussi beaucoup d'animaux aussi de cirques qui ont été maltraités. Il y en a énormément. Voilà, les fauves des cirques, par exemple. L'ours aussi d'un cirque ici. Voilà. Et il y a encore beaucoup de trafic des espèces sauvages, hein, c'est ce qu'il dit dans le magazine, hein. Et c'est une forme de crime organisé. C'est le 3e trafic le plus important au monde, après celui de la drogue et des armes. Donc ça rapporte quand même environ 20 milliards d'euros par an, selon Interpol. Donc c'est vraiment énorme. En 2019, il y a eu 6441 saisies d'espèces protégées dans les pays de l'Union européenne. Et la France arrive en 2e position des nombres de saisies. Donc voilà. Et sachez que l'animal le plus saisi, c'est quoi? C'est l'anguille. Il est exporté en Asie pour la médecine chinoise et la cuisine. Donc voilà. Et Belgique, plaque tournante du trafic international. Voilà, bon, c'est des infos qu'on n'aime pas avoir, mais c'est bien d'en parler. Ce fameux dossier, voilà, sur le cannabis, donc on va pas forcément y revenir en détail parce qu'on sait très bien qu'il y a des effets néfastes sur la santé. On sait très bien, quand on est ado notamment, on aime bien les interdits, les transgresser, et donc forcément, il faut connaître aussi les enjeux sur la santé. Comprendre aussi comment ça fonctionne, parce que voilà, c'est une plante, oui, mais il y a différents composants. Ok, c'est une plante, aussi appelée chanvre, qui est cultivée à grande échelle un peu partout, mais il y a aussi des composants, notamment voilà, le THC, qui est une molécule avec des effets psychotropes. Hein, c'est ça qui nous rend un peu, voilà. Le CBD qu'on retrouve aussi dans des magasins qui vendent des produits avec du CBD, mais c'est ce qui nous permet... c'est une molécule... Non, c'est quoi? C'est une molécule aussi qui détend sans modifier le comportement. C'est pour ça que c'est autorisé, puisqu'il n'y a pas de THC dedans. Et le spice qui est interdit car très dangereux, c'est une drogue chimique qui provoque les mêmes effets de cannabis, mais en plus puissant. Voilà, on parle de cannabis de synthèse. C'est bien de savoir de quoi on parle aussi. Et comme dans toute drogue, il y a des molécules qui rendent dépendants. Et là, cette fameuse THC. Et voilà, il y a des effets sur le mental, on le sait. Donc ça peut aller de la petite perte de concentration à vraiment des délires paranoïaques. Donc on peut avoir des sautes d'humeur, mais on peut faire un petit peu plus. Et aussi tomber dans la dépression. Ouais, voilà. Mais non, c'est justement ce que je disais, c'est que justement le CBD, il n'y a pas cette molécule-là. C'est ce qu'il disait. Alors, le CBD, c'est une molécule qui détend sans modifier le comportement ou les pensées. C'est d'ailleurs pour ça qu'un produit qui présente très peu de THC, mais concentré en CBD, peut être vendu sous forme de gélule. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toute petite concentration. C'est vrai que je n'ai pas forcément précisé. Mais il ne rend pas dépendant. Voilà, c'est le cannabis bien-être. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais c'est utilisé sous forme de... Il y a plein de formes, voilà. Il peut y avoir des huiles essentielles aussi. Dans la nourriture également. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas faire non plus comment on appelle, l'amalgame entre les deux. Et rebonjour, regarde. On arrive sur le dossier sur le cannabis. Mais c'est bien d'en parler parce que voilà, c'est une drogue qui peut attirer les adolescents. Puis il faut connaître aussi les effets, hein, qui sont quand même néfastes. Ben oui, c'est vrai. Et vraiment, quand j'ai des bouquins sur le cannabis et tout, voilà, effectivement, c'est un peu comme là, c'est beaucoup lu par les ados parce que franchement, bah oui, forcément, ça interpelle, ça intéresse. Ouais, c'est ce qu'il disait, voilà, terme sur le mental, vraiment, c'est vrai que on peut perdre contact avec la réalité, il faut pas nier, voilà, c'est vrai, il faut pas enjoliver le truc, hein. Voilà, et ça agit directement sur le cerveau.
Et en plus, voilà, ça peut faire perdre des vigilances, c'est dangereux, on prend le vélo, on prend un scooter et tout. Voilà. Et sur le corps, ben oui, hein, c'est pas terrible, on peut avoir des effets néfastes à long terme, comme toutes les drogues d'ailleurs. Voilà, on a des témoignages d'ados, je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais effectivement, on peut commencer très tôt. Et on a toujours ce débat, oui ou non, faut-il légaliser le cannabis. Et les arguments se valent dans les deux camps, c'est vrai. Clairement oui, ma mémoire adhère pas mal. Alors moi franchement en fac j'avais des potes qui fumaient mais énormément. Vraiment je peux vous dire c'était des potes, mais c'était quand même des locs, hein, c'était des locs. Ils venaient plus en cours, en fait ils dépensaient tout leur argent là-dedans. Et je sais pas ce que certains sont devenus, j'ai pas gardé des contacts avec tout le monde, mais moi j'ai pu voir quand même les effets que ça faisait, vraiment. Hein. Alors, ouais, est-ce qu'il faut légaliser ou non? Il y a un débat et puis les arguments se valent des deux côtés. J'essaie de revenir là, voilà. Alors là, qui disent ok, compte parce que c'est envoyé un mauvais signal. Il dit qu'en fait, en gros, c'est un docteur Jean-Claude Alvarez, qui dit que même si on légalise et qu'on encadre le taux de THC, il y aura toujours de la place pour un marché parallèle où les jeunes pourront trouver plus fort et moins cher. Donc, c'est-à-dire que même si c'est légalisé, contrôlé, tout ça, il y aura toujours une sorte de marché parallèle. Et voilà, et ce qu'il faudrait, c'est davantage prévenir. Il dit que voilà, légaliser, c'est banaliser davantage. Alors, il prend l'exemple du Canada, qui est aussi pris par l'autre point de vue, en disant que la consommation de cannabis a augmenté chez les adultes. Vous verrez que finalement, l'exemple du Canada est un contre-exemple. Et ça se renvoie à la balle dans les deux camps. Ouais, bah oui, j'avoue que dans les facs, il y avait aussi de l'alcool, il y avait effectivement ça. Mais disons que, et puis l'alcool, ça fait des ravages aussi, hein, très sérieusement. Outre la dépendance et tout. Mais effectivement, de toute façon, il y a toujours quelque chose, surtout quand on est jeune, qui attire aussi dans la transgression, dans l'interdit et tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment vu effectivement les effets, voilà, fois 1000, quoi. C'était vraiment ça. Et puis de toute façon, on sait que les jeunes ont dit non, t'interdis, et hop, rien que le mot interdire, voilà. C'est comme la fameuse question, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux ados? On sait très bien que la réponse est non, mais parce que interdire, en gros, il vaut mieux prévenir. Hein. Moi, je crois beaucoup en la pédagogie et la prévention, c'est peut-être mon côté prof, un peu, comme ça. Alors pour, oui, alors c'est une députée, République en marche, mais bref, c'est une députée, une politique qui dit que la consommation n'a cessé d'augmenter, voilà, 16,5% des ados de 15 ans en ont fumé au moins une fois, je sais pas sur quoi elle s'appuie, mais bref. Et en fait, elle prend l'exemple du Canada, elle dit que voilà, ça a été légalisé en 2018, mais interdit au moins de 18 ans, et que du coup, pour les 15-17 ans, ça a baissé. Donc, ça a baissé, mais a priori, dès qu'on est adulte, ça a augmenté. Donc, à voir. Je crois que c'est un peu un débat, je sais pas, voilà, les arguments se valent dans les deux camps, c'est un peu dur de trancher comme ça, mais en tout cas, ce qu'il y a faut retenir, c'est quand même, c'est vrai. Une affaire qui rapporte, c'est vraiment un commerce, voilà, un commerce qui rapporte. Bah ouais, après voilà, c'est interdit, on sait qu'il y a des commerces parallèles, on sait que voilà, les ados arriveront toujours aussi à trouver le truc pour voilà, mais c'est après, voilà, c'est un argument les arguments se valent, c'est difficile de trancher, quoi. Voilà, mais je trouve que c'était vraiment bien le monde des ados de proposer un dossier là-dessus. Parce que c'est pas que c'est tabou, mais des fois on préfère occulter le truc, pas voir la réalité. Alors voilà, pas dire que tous les ados soient des drogués, hein, c'est pas là ce que je dis, mais de connaître aussi les effets et puis peut-être de comprendre aussi comment c'est composé, parce que comprendre la façon dont une drogue est faite, finalement on comprend pourquoi c'est néfaste. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, ça reste de la drogue. Mais en fait, je pense que ça peut aider certaines maladies, mais on n'est pas obligé, voilà, que ce soit le cannabis, on peut être juste sur le CBD, hein, comme on disait, où là on est sur plus quelque chose une molécule qui détend, sans qu'il y ait ce côté un peu dépendance et voilà, l'effet néfaste du truc. Hein, c'est peu ça. T'as une position au sujet de l'alcool et sucré. Pense à le sucre. Ouais. L'escrime et oignon qui est un élève, donc ça c'est cool parce qu'on a l'opinion directe d'un collégien et ça c'est plutôt chouette. Ouais, il faut pas que je m'étende là. 30, bah oui, il faut que je vous quitte bientôt, bah ouais. Mais j'avais quasi terminé, hein, donc là c'est bien. On est bien, on est timing. Comme d'hab, je m'enfuis presque vite.
Alors qu'il y a quand même un petit sujet dans le chat. Pourquoi? Parce qu'il faut que je retrouve ma petite famille. D'ailleurs, on les entend en fond. Et puis voilà, profiter un petit peu de la soirée, les devoirs, tout ça. La vraie vie, quoi. La vie, voilà. La vie à 100 à l'heure, quoi. Merci d'avoir été là. Et voilà, du coup, je suis désolée de couper un peu dans le chat. Mais là, je vais m'enfuir, lamentablement. Bonne soirée, à demain, madame. J'aime bien les madames. Dans le chat, merci d'avoir été là. Ingrid, ouais. Est-ce que c'est pas un peu du ghost là? C'est ghosté. Mais tu vois, je tombe à pic aussi, c'est pour ça. Bonne soirée, merci Extrait d'avoir aussi été là un petit peu. C'est trop chouette de t'avoir revu aujourd'hui. On se voit demain, 18h15 et à demain. Bye bye.